Alors que Hanso retrouve Théa à l'extérieur, elle le salue d'un ton léger, remarquant qu'il s'est écoulé bien longtemps depuis leur dernière rencontre. Théa lui répond avec la même aisance, admettant que, oui, cela fait un moment. Le visage de Hanso reste impassible, mais au fond, une irritation la ronge. Le fait qu'il parle ainsi, comme si se revoir après seulement quelques jours n'avait aucune importance, la pique. En l'observant de plus près, elle remarque qu'il semble encore plus séduisant qu'avant. Pendant qu'elle perdait le sommeil parce qu'il hantait ses rêves, lui se tient là, reposé, inconscient de tout cela. Ses cheveux semblent coiffés avec soin, et sa tenue paraît choisie avec une désinvolture étudiée. Hanso se demande pourquoi il est aussi bien habillé alors qu'il ne fait que se rendre au travail. Tenterait-il d'impressionner quelqu'un? Elle lui demande franchement s'il y a quelqu'un pour qui il veut se montrer à son avantage, dissimulant sa jalousie sous une curiosité feinte. Théa esquisse un léger sourire, amusé par son ton, et s'approche lentement d'elle, comme s'il se délectait de sa suspicion. Il lui demande si elle serait jalouse, puis ajoute, aurait-elle peur qu'il commence à regarder quelqu'un d'autre? Hanso rétorque que personne n'a dit une telle chose, affectant l'indifférence, tout en se répétant intérieurement que, si tel était le cas, ce serait un soulagement. Elle essaie de se convaincre qu'il vaudrait mieux pour lui de tomber amoureux d'une femme élégante de bureau plutôt que d'une fille qu'il ne voit que lorsqu'il est question d'argent. Mais, au fond d'elle, une voix s'élève. Serait-ce vraiment un soulagement? Si Théa trouvait quelqu'un de mieux, le supporterait-elle vraiment? Théa semble percevoir le trouble de son visage. Sans prévenir, il saisit son bras et la plaque contre le mur. Hanso sursaute, lui demande de ne pas l'attirer ainsi. Mais quand il se rapproche encore, elle sent un embarras lui monter aux joues. Alors que son visage s'approche du sien, elle murmure, presque à contre-cœur, qu'elle était jalouse même si elle pensait depuis longtemps que ce qu'il y avait entre eux s'était éteint. Elle s'était persuadée qu'il n'avait plus rien à faire près d'elle. Et pourtant, en le voyant ainsi, elle comprend que cette certitude était peut-être prématurée. Théa s'approche un peu plus, lui soufflant de laisser une nouvelle marque sur son cou. Hanso ricane, mais s'avance malgré tout et le mord sans hésitation. Théa tressaille légèrement, puis lui dit qu'elle peut aller plus haut, ajoutant que sinon, quelqu'un pourrait la voir. Hanso le traite mentalement de sans-gêne, puis mord encore, plus fort cette fois, pour être sûr qu'il s'en souvienne. Un peu plus tard, ils s'éloignent ensemble. Théa arbore plusieurs marques rouges sur le cou, et il admet qu'il se sent étrangement plus apaisé, comme si ce geste avait dissipé quelque chose en lui. Au même instant, Beom Tajou, qui reste immobile tandis que sa femme lui parle. Elle lui dit qu'il est sans doute le seul homme capable de regarder la mère de son enfant avec un tel détachement. Elle mentionne ensuite que son exposition approche et que tout le monde des affaires y sera. Elle ajoute qu'il sait très bien combien de gens se battront pour obtenir une invitation. Elle précise qu'ils ne viendront pas pour admirer son travail, mais pour se rapprocher de lui. Elle affirme ne pas lui demander d'y assister personnellement par fierté mais insiste, de nombreux regards influents seront braqués sur eux. Elle le supplie au moins de laisser leur fils venir, afin qu'elle ne paraisse pas abandonnée. Doit-elle vraiment se tenir seule, comme une femme trophée, sans mari ni enfant à ses côtés? Elle déclare qu'elle peut supporter d'être vue comme une femme délaissée, mais non comme une mère séparée de son enfant. Tajou garda le silence. Sa femme lui rappelle qu'il a enseigné à Théa les bases des affaires, qu'il a été celui qui l'a introduit dans l'entreprise, et qu'il savait qu'un tel moment viendrait tôt ou tard. Elle ajoute que cet événement serait l'occasion parfaite de présenter leur fils au public, ce qui lui serait bénéfique. Avant qu'elle n'en dise plus, Tajou lui coupa la parole en lui disant « Fais-le ». Surprise, elle tourne la tête vers lui ne sachant pas quoi lui dire. Puis elle lui demanda de traiter Théa avec bienveillance car leur fils est doux, fragile, bien différent de lui. Mais Tajou ne répondit rien et s'éloigna sans dire un mot. Plus tard, Hanso est en pleine conversation téléphonique au sujet d'un emploi. L'employeur à l'autre bout du fil lui répond sèchement que le poste ne convient pas aux femmes, même les hommes y peinent, dit-il. Hanso insiste, affirmant qu'elle pourrait au moins essayer, mais l'homme refuse, il ne peut pas modifier ses horaires pour chaque intérimaire, ni embaucher quelqu'un qui partirait au bout de 2 jours. Elle dit comprendre et raccroche. Elle se rend ailleurs, mais on lui annonce poliment qu'il ne recrute pas de diplômés du secondaire. Des excuses, encore, mais aucun espoir. Hanso s'éloigne, décidée à ne pas abandonner. Pourtant, la recherche d'emploi s'avère bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Quand elle ne désirait rien d'autre qu'un toit et de quoi manger, l'argent lui échappait déjà, coulant entre ses doigts comme de l'eau.
Elle a l'impression de s'enfoncer dans un marais. Plus elle tente de s'en extirper, plus elle s'enfonce. Et pourtant, elle refuse d'abandonner. Elle se répète qu'en cherchant encore, elle finira bien par trouver quelque chose. Peut-être qu'un des commerçants qu'elle rencontrera lui parlera d'un autre lieu, d'un autre poste à pourvoir. Séoul est vaste, se dit-elle. Il doit bien exister un endroit, quelque part, où elle et Théa pourront enfin trouver un peu de paix. Elle espérait toujours quitter la maison bientôt. Peut-être trouvera-t-elle un travail temporaire. Plus tard, en marchant dehors, Han-so entend une fille complimenter un homme, le qualifiant de « gentil ». La familiarité de la voix la figea sur place. Harry apparaît soudain, se plaignant qu'on ne vit pas à l'époque Joson et se demandant pourquoi certains s'obstinent à jouer les entremetteurs. Elle ajoute que si l'approbation d'un mariage dépend encore de ses présentations, alors les bavardages peuvent continuer. En voyant Harry, Han-so resta bloqué sur place. Ses mains se mirent à trembler. Instinctivement, elle chercha à s'éloigner sans être vue. Puis la réalité la frappa. Pourquoi fuit-elle? C'est elle la victime. C'est Minkeol qui a trompé, c'est elle qui a souffert. Et pourtant, la voilà qui fuit la nouvelle amante de l'homme qui l'a trahi comme si c'était elle, la coupable. Elle se rappelle combien de fois elle avait imaginé l'affronter, comme dans un drame, lui demander si elle sort vraiment avec Minkeol, pourquoi fréquenter un homme divorcé, ou si elle ne ressent jamais de honte à s'allonger auprès d'un homme marié pendant 13 ans. Mais maintenant qu'elle la voit vraiment, les mots refusent de sortir. Elle ne veut pas dévoiler l'image pathétique de la femme seule, prisonnière de ses souvenirs. Peut-être même qu'elle n'aurait pas la force de soutenir le regard de cette jeune fille, probablement heureuse avec Minkeol, sans y mêler de rancune. Elle se souvient alors de ce que Théa lui avait dit un jour. « Tu peux te servir de moi, si tu veux. » La phrase lui revient en tête, absurde, mais insistante. Après l'avoir repoussée 1000 fois, elle sent soudain une envie fugace prouver quelque chose, peut-être à elle-même ou au monde. Montrer qu'une femme comme elle peut encore être désirée. Elle fixe le feu piéton au loin, priant intérieurement pour qu'il passe au vert. Elle se répète qu'elle doit partir calmement, courir trahirait tout. Elle reste immobile, attendant. Un léger bruissement se fait entendre derrière elle. Quelqu'un lui saisit le bras. Harry sursauta puis se retourna, le regard rempli de surprise.